Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, aujourd'hui est un bon jour. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir en invité le champion de France des poids lourds, Nafel Ouattaz. Salut Nafel. Salut Captain Crochet. Comment ça va? Bah écoute, pas trop mal, pas trop mal. Écoute, ça, Déconfiné, donc ça va bien. ouais, voilà, on en sort peu à peu, Ouais, on peut regarder vers l'avenir et vers l'avenir ouais. sportif. T'as bien raison. Alors, Monsieur Watt, j'avais vraiment envie de vous avoir dans l'émission depuis un long moment parce que, à mes yeux, tu représentes vraiment une certaine noblesse de la boxe française, de ce vivier boxe qui essaye de faire perdurer la boxe, qui fait des combats en France, mais je trouve on ne parle pas assez de toi, tu es quand même le champion de la catégorie L, des poids lourds, et tu as une sacrée belle carrière, une carrière qui finalement commence avec les meilleurs auspices parce que tu vis une expérience de sportif qu'on t'envie tous, une expérience forte, intense, et j'aimerais que tu nous en parles. Voilà, c'est que tu as eu la chance de participer aux Jeux Olympiques en 2008, une année spéciale. Nafel, tu seras d'accord avec moi. J'ai une très belle photo d'ailleurs de ce moment. Voilà, alors Nafel, ce tournoi olympique, ce voyage, ce long voyage en Chine, comment tu pourrais nous en parler? Par où commencer? T'as encore des frissons? Bah déjà, ouais, comme tu le dis, super expérience, l'une des plus belles de ma vie. En tant que sportif et en tant qu'homme aussi, c'était une très très belle expérience, les Jeux Olympiques. Que des bons souvenirs pour moi, même si je me suis arrêté au pied du podium en quart de finale, que j'ai fini cinquième. Frustrant. Mais voilà, ça reste une super expérience. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment un truc qu'on espère dans une carrière de boxeur, comme un footballeur, par exemple au soccer, va espérer jouer La Coupe du Monde. Coupe du Monde. Mm. Mais ouais, non, super expérience. Et puis l'aventure olympique aussi, parce que les gens voient les Jeux Olympiques, mais avant ça, c'est Qu'est-ce un qu'il y a en cycle, amont? c'est un cycle qui se renouvelle tous les 4 ans, avec des tournois internationaux, les championnats du monde, les championnats continentaux, les championnats nationaux, et puis il y a toutes ces choses-là qui font que voilà, Le stress est là. Le stress est là. C'est dans ces tournois qu'on appelle tournois qualificatifs. Est-ce que le stress est d'autant plus là que aux Jeux Olympiques? ah bah, non, non, je pense que après, franchement, ouais, je pense que tournoi qualificatif est encore plus stressant que les jeux en eux-mêmes. Ouais. Je pense. Ouais, 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 parce que c'est vraiment là, ça y est, quand on est au jeu, par exemple en super lourd ou en lourd, en moins 91 ou plus de 91, on est 16. On sait qu'on est là, on sait à peu près sur qui on va tomber, même si on n'est pas sûr. Qu'avant ça, mais on est 4000 par catégorie. Donc, il va en rester 16 ou je crois C'est ça. 32 dans les sous-catégories. Mais avant d'être parmi ceux-là, on est le reste du monde. Dès qu'on est qualifié, bon, on est quota olympique, mais avant ça, on est juste one in a million, comme ils disent en anglais. Voilà. Alors, comment dire, petite théorie un peu polémique. C'est en tout cas le discours que je tiens. C'est que bon, malheureusement pour ce sport si noble, l'AIBA est une organisation où on aurait beaucoup de choses à dire. Et puis l'histoire de la boxe aux Jeux Olympiques a montré que parfois il y avait quand même des scandales qui sont durs à avaler. Euh, Franchement, y a-t-il une réelle différence entre les médaillés olympiques et finalement ces 16 boxeurs qui représentent le top d'une génération? Est-ce que être olympien, c'est pas ça la vraie noblesse des Bah, amateurs? bah, après, ouais. Après, je pense que être déjà olympien, C'est quelque chose. c'est quelque chose de particulier, même repartir sans médaille. Pour anecdote, je suis parti m'entraîner en 2013 au Wildcard à Los Angeles. Oui. Et bon, au début, il savait que j'étais français, à peu près que j'étais champion de France de la catégorie. Bon, mais surtout, c'est quand j'ai commencé à faire les leçons avec Freddy Roach et que, en gros, bah, ils m'ont vu travailler. Ils ont dit, wow, finalement, il est grand, mais ça va, il est agile. Il y a la Et technique.
beaucoup de gens, hein, il y a même, je me rappelle Vanessa Martyrossian qui était venue me demander, me dire, mais mec, ça va, t'es vraiment pas mauvais, bien au contraire, t'as quelque chose. Je lui dis, mais Vanessa, je suis comme toi, je suis un Olympien, tu sais. Donc quand t'es Olympien, c'est vrai qu'il y a une Il y a un certaine marque. pédigré. Il y a un pédigré, il y a quelque Voilà, chose. il y a quelque chose. Et puis même aux États-Unis, on le voit sur dans les présentations, on dit que C'est très, voilà, c'est précisé dans le pédigré du boxeur qu'il est olympien. olympien. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que tu mets sur ta carte, Voilà. tout à fait. Même si n'est pas médaillé, on dit voilà, on dit que c'est un médaillé, c'est un Olympien de 2016, de 2012, de 2008, de 2004, c'est précisé. C'est quelque chose qui reste malgré tout. Ouais. Alors, t'as compétitionné, tu vas jusqu'en quart de finale, hein. Je veux dire, Ouais. encore une fois, c'est quand même une belle perf. Et t'es à la fois acteur, mais t'es à la fois aussi spectateur d'un tournoi qui finalement va révéler beaucoup, beaucoup de noms. Parce que tu es là, mon ancien coach, Roland Moses, fait partie aussi du tournoi, voilà. Et puis, vous observez des mecs comme Andrade chez les Américains et le phénomène Deontay Wilder. Alors, Ouais. pour toi, parce que ça n'est pas apparu à beaucoup de gens à ce moment-là, pour toi, tu vois Deontay Wilder, ou peut-être tu le croises, tu te dis, ce mec-là va être une des grosses stars de la boxe dans une dizaine d'années. Ben, j'ai même une anecdote sur ça. Après Guillaume, j'ai même une anecdote. Oui, Le dis-moi. truc, c'est que quand on arrive aux Jeux Olympiques, ben, il y a, avant le début de la compétition, tu as la pesée et puis le schedule, le tirage au sort. Oui, Ce qui se passe, c'est que au tirage au sort, Deontay Wilder, qui est en moins de 91 et moi en plus de 91, Deontay Wilder prend l'Algérien au premier tour. Dans huitième de finale, Deontay Wilder affronte l'Algérien. Et il pense que c'est moi, parce qu'à cette époque-là, j'étais pas très très lourd. Je devais peser oui, 95, 96 kilos. Mais j'étais en plus de 91, en super. voilà, en super heavyweight. Ce qui se passe, c'est que quand le tirage au sort est effectué, je le croise. Et puis je le croise avec Demetrius Andrade. Demetrius Andrade qui avait été champion du monde amateur. J'étais parti le saluer parce que j'avais suivi moi ses performances pendant le championnat du monde amateur. Et vraiment, il m'avait impressionné. Donc moi je suis parti parler avec Demetrius Andrade. Voilà, pour sympathiser avec lui, mec super cool. Et puis t'as Deontay Wilder qui arrive. Et il m'avait que sur l'Algérie, donc il pensait qu'il allait boxer contre moi. Il pensait que j'allais être son adversaire au premier tour, alors que c'était pas moi, c'était mon collègue. Et il a voulu m'impressionner, en fait. Il Ouais, s'est cru dans le ghetto. Après, après, moi, je savais très bien, parce que avant d'arriver aux Jeux Olympiques, je savais qui était en lourd et qui était en super lourd. Et j'avais vu que Deontay Wilder, c'était pas un mec qui avait un gros background en amateur. Donc, je savais que le mec, bon, voilà, quoi, c'était pas un favori pour les médailles. Et on l'a vu d'ailleurs parce que, bon, il gagne en huitième, mais en quart de finale, c'est litigieux. Pour moi, il passe pas. hmm, Ils le font passer, mais pour moi, il passe pas. Il y a égalité contre le Marocain, et puis ils le font passer, et puis d'ailleurs, il se fait enfumer derrière par Clemente Rousseau en demi-finale où il voit pas la lumière, un mec qui fait 1m80. Bref. Et donc, Deontay Wilder, il s'avance devant moi, et en anglais, il me dit, ah, donc c'est toi que je vais affronter au premier tour, et puis il essaie de m'impressionner. Et moi, il me fait vraiment pas rire, parce que moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est, n'essaie pas de m'impressionner. Si on doit se rencontrer sur un ring, ouais. dès que la cloche sonne, on réglera ça toi et moi. Mais avant, n'essaie pas de m'impressionner, tu vas rien gagner du tout. Tu vas rien gagner du tout. Bah, il était Et pas donc, ouais, serein. Il était, finalement, il s'est montré qu'il était pas serein, simplement. ouais, Ouais, peut-être, je sais pas, mais je sais que, voilà, on voyait que le mec, il avait pas un gros vécu ouais, en boxe amateur et surtout en boxe amateur. C'est pas ce qu'il fait maintenant à Las Vegas. Voilà, il n'y a pas d'entrée fastidieuse ou c'est boxe amateur. Tu montes sur le ring, tu boxes, tu rentres, c'est fini. Voilà, le seul moment de gloire dans la boxe amateur, c'est les podiums, c'est tout. Il n'y a pas de, voilà quoi, il n'y a pas de show, il n'y a pas de pom-pom girl, il n'y a pas de ring girl, il y a rien de tout ça. Bref. Et donc, ouais, l'anecdote, c'est ça. Mais après, j'ai suivi aussi quand il est passé pro, j'ai suivi un petit peu. Mais non, c'est vraiment pas le mec sur qui j'aurais misé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours pas un mec qui m'impressionne. Même s'il était champion du monde WBC, il me fait pas kiffer. Il me fait pas kiffer Deontay Wilder. C'est, voilà, c'est de t'as la besoin de bagarre. ski, toi, t'as besoin de skills
comme disent les Anglais. T'as besoin de voir un mec avec un Ouais, bagage en termes de skills. ouais, D'ailleurs, non, mais ça m'étonne pas que un mec comme Demetrius Andrade te plaise en termes pugilistiques. ah non, mais ce qu'il avait fait au championnat du monde amateur en 2007, oh, c'était magique. Ouais. C'était magique. Le mec, il faisait des combos de 10, 12 coups. En amateur, c'est très rare. C'est très rare. Et champion du monde, mais il est juste, franchement, c'est ce qu'il a fait au championnat du monde amateur en 2007, c'était juste ouais, magnifique, il n'y a pas de mots. Et J'essaye de donc, ouais, l'avoir dans l'émission. J'essaye d'avoir Demetrius Andrade dans l'émission. Voilà. J'essaye. ah, ce Ça serait serait cool. cool, ça serait cool. Ça serait Mais, cool. donc, du coup, ouais, pour en revenir aux Jeux Olympiques, ouais, derrière, il y a eu beaucoup de monde. Mais franchement, Wilder, je savais même pas qu'il avait fait médaille à la fin. C'est en rentrant après en France que j'ai vu les vidéos et que bon, il fait médaille, tant mieux pour lui. Hein. Je suis jalouse personne. Moi, il n'y a pas de On est bien chacun, d'accord que ça veut rien dire. Ça, voilà. non, mais même chacun, voilà, chacun a son destin, chacun fait du mieux qu'il peut, je souhaite du bien, voilà. Euh, bon, c'était pas le mec qui me vendait du rêve, mais il fait médaille. Tant mieux pour lui. En plus, la délégation américaine ne fait qu'une médaille, chose qui est très rare en boxe. Donc, non, tant mieux. Mais c'était vraiment pas le mec qui m'avait marqué. Après, il y a d'autres anecdotes. Moi, quand j'étais aux Jeux Olympiques, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que je participe aux Jeux Olympiques avec l'Algérie. Ouais. Alors, anciennement, j'étais avec l'équipe de France. Mais j'avais tenu à vouloir participer aux Jeux Olympiques avec l'Algérie parce que c'est le pays de mes parents et que j'y suis très attaché. Et Ça avait du sens pour toi, ça avait du sens. ça avait énormément de sens. Et puis aussi, ce qui se passait, c'est que en France, on était deux rivaux dans la même catégorie. Et du coup, il y en avait un de nous deux qui allait pas partir aux Jeux Olympiques Ouais. si on restait en concurrence. Et en plus, vous le connaissez bien, ce garçon, parce qu'aujourd'hui, il est entraîneur de l'équipe du Canada. Il s'appelle John Mbumba. Ah, ok. Voilà, Ok. tu vois, donc il y a tellement de choses. Voilà, j'en ai des millions d'histoires. Et John Mbumba et moi, donc on était rivaux. Et du coup, si je partais pas en Algérie, bah, il y en aurait un ou deux qui ne seraient pas partis au jeu. Et du coup, on est tous les deux partis au jeu. Lui, il a fait médaille de bronze au championnat du monde, donc il a fait, voilà, il a fait il a construit son palmarès aussi. Donc, au final, c'était une super expérience. Et moi, en Algérie, franchement, c'était juste magique. J'ai connu des mecs avec qui avec qui j'ai appris déjà, avec qui j'ai appris parce que c'était une autre manière de voir la boxe aussi. Et puis ouais, voilà, il y en a un qui va faire sa quatrième Olympiade là, donc en 2021, qui était mon collègue de chambre, qui s'appelle Abdelhafid Ben Chabla, qui était bah, il fait 3 fois cinquième. Il fait cinquième à Pékin, cinquième à Londres, cinquième à Rio. Et là, bah, on va espérer qu'il fasse une médaille quand même Ouais. pour sa quatrième Olympiade. Ah ouais, on lui souhaite vraiment de tout cœur, tout cœur. Et donc, bah, tu vois comment tu nous en parles, on sent que c'est quelque chose d'incroyable. Faire une Olympiade, c'est Ah un non, parcours Paris incroyable. Olympiade, franchement, tu vois la photo que tu as partagée, Captain, là, cette photo, bah, quand elle est sortie, c'était le début des réseaux sociaux, nous, Ouais. ici en France, et puis, c'était un petit peu, c'est à ce moment-là que c'est un petit peu plus démocratisé dans le monde. Et cette photo, je l'ai vue dans des millions de groupes de fans algériens. Il y a plein de gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent même pas que c'est moi sur cette photo. Même moi, quand je regarde comme ça, tu vois, mais le truc, c'est, voilà, Mais la photo est très très bien. Enfin, ils t'ont pris au bon moment, elle est magnifique, très symbolique. bah, Voilà. c'était pas recherché, voilà, c'était pas Non, non, recherché. Moi, c'est je la magie de la photo, c'est ça aussi. voilà. Tout à fait. Et donc, toi, par rapport à d'autres de tes collègues qui ne feront pas une carrière professionnelle, toi, tu t'engages dans la boxe professionnelle. En France, c'est un pays qui est en boxe professionnelle et un pays compliqué. Voilà, donc c'est un parcours, des chemins de traverse que tu dois faire. Et écoute, tu montres quand même le niveau, voilà. Et puis, anecdote assez rare, j'aimerais qu'on en parle parce que voilà, t'as une carrière sur plusieurs années, mais anecdote quand même, un de tes rivales en boxe professionnelle, tu l'as affronté quand même 4 fois. T'as affronté 4 fois Cyril Lyonnais. Mais ça, c'est assez rare. C'est une anecdote que Mais il y a une quatre super fois. histoire. Mais il y a une super histoire Oui, derrière ça. vas-y, dis-nous. C'est que avant pour revenir sur ça, il y a une autre anecdote aussi qu'il faut que je cite
pour les gens d'outre-Atlantique qui sont au Canada et au Québec. Et tu peux la faire confirmer par Marc Ramsey, cette D'accord. anecdote. C'est qu'après les Jeux Olympiques de Pékin, donc, le groupe Yvon Michel a pour habitude de faire signer des francophones, Oui. n'est-ce pas? Comme ils ont fait avec Christian Bill. Comme Ouais. Adrien Diaconu et Luciane Boutet, après les Jeux Olympiques de 2000. Ensuite, et en fait, les francophones qui devaient signer après 2008, c'était Abdelhafid Benchebla en mi-lourd et moi en lourd. Donc, Marc Ramsey et le groupe Yvon Michel ont formulé une requête à la Fédération algérienne de boxe, enfin, du moins au secrétaire général de la Fédération algérienne de boxe, qui nous a jamais transmis cette requête, comme quoi Marc Ramsey voulait nous proposer un contrat. Et donc, du coup, c'est tombé aux oubliettes, mais on aurait pu faire les beaux jours du groupe Yvon Michel, Abdelhafid Benchebla et moi. Oh, oui. Ça, pareil, et ça, en plus, je l'apprends, moi, c'est Marc Ramsey qui me le dit en 2011. Oh, donc, bien des années après. Mais donc, voilà, ça aussi, c'est une autre anecdote qui est, ouais, ça, qui fait pas partie du destin. Mais j'aurais dû signer, avec Yvon Michel. Ah non, ce bâton dans les roues là, non, ça, là, c'est un low, c'est clairement un low blow, mais voilà, après, il le sait, ce monsieur, qui était secrétaire général de la Fédération algérienne de boxe. Je vais même pas dire son nom. Aujourd'hui, il est sélectionneur de la Jordanie. Il entraîne la Jordanie. Et il nous a clairement saboté parce qu'il a reçu. Bah oui. Il a reçu. Il est content, lui. Michel, et il l'a mis aux oubliettes. Pourquoi il t'avait dans le pif? T'étais pas assez poli? C'est quoi son problème? Franchement, après, moi, je peux pas m'exprimer sur ça, je sais pas. Non, mais il y a des choses à pas faire. Tu peux ne pas apprécier la personne, mais tu ne fais pas un truc qui va changer sa vie comme ça. Non, je suis pas d'accord. Bon, enfin bref, on reparle par contre de cette belle anecdote que t'as avec Cyril Lyonnais, parce que bon, au bout d'un moment, quand tu te mets 4 fois sur la gueule avec un mec, ou tu deviens pote, ou alors tu deviens ennemi pour la vie. Et je pense que vous êtes devenus potes. Hein. Voilà, mais vous êtes restés compétitifs. Il y a une vraie compétition entre vous. Et vous avez finalement ce duel a un petit peu, les gens s'en rendent pas compte, mais un petit peu structuré les poids lourds en France pendant plusieurs années. Alors, de ces 4 duels, qu'est-ce qu'il en ressort pour toi? Écoute, moi, franchement, que tu le remarques, c'est une très bonne chose. Après, en France, on n'y fait pas forcément attention. Non, les gens ne remarquent pas. Moi, je suis là pour... Voilà, mais les vrais fans remarquent. Ouais. Donc, Cyril, on va l'appeler Aldo, parce que, en fait, tout le monde l'appelle Aldo. Okay. Aldo, c'est un garçon que je connais depuis 2005. Donc, j'ai connu Aldo, j'avais 20 ans. J'étais en amateur en équipe de France et il faisait des stages avec nous. D'accord. Il n'était pas question à l'époque qu'on se boxe. C'était un super lourd. Il pesait 110 kilos, j'en pesais 90. Mais déjà, c'était un garçon qui était hyper sympa. Ensuite, donc, quand je suis revenu des Jeux Olympiques, comme je t'ai dit, je suis passé professionnel. Et en France, dans la catégorie des poids lourds, à ce moment-là, allez, on est 4, peut-être 5 et encore. Donc, à un moment donné, moi, je disais à mon coach, j'en avais marre de boxer des gars de l'Europe de l'Est qui venaient malheureusement là pour prendre des coups. Et voilà, à un moment, c'est l'intégrité physique. Qui eux ils gagnent leur vie comme ça, c'est une chose, mais moi s'il se passe quoi que ce soit, je m'en serais voulu de blesser quelqu'un ou qui n'était pas finalement venu pour vraiment clairement se défendre, tu vois. Donc on a été obligé de boxer des Français j'ai demandé à boxer des Français. Donc j'ai boxé la première fois Cyril Lyonnais en 2009. C'était mon premier 6 rounds. Le combat se passe, lui et moi on se retrouve. À un moment, on va boxer, on se boxe. Je le mets KO au 4e round, déjà sur un crochet du gauche. Et puis voilà, quoi. Après, chacun reprend son chemin. Ce qui se passe, c'est que la Fédération française, un an plus tard, en 2010, nous désigne comme challenger de la ceinture nationale. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, je tombe malade. 2 mois avant le combat, j'ai attrapé une infection. Je crois que c'était la mononucléose, je me souviens plus. Et j'étais... je sais même pas comment j'ai fait pour tenir 10 rounds. Après, j'ai joué à l'expérience, mais j'ai fait mon combat, je gagne, et donc là, c'est le 2e affrontement. Ce qui se passe après, en 2011, toujours pareil, dans la catégorie des poids lourds, on est 4 voire 5, donc les autres n'ont pas fait assez de combats durant l'année, leur classement ne leur permet pas de prétendre au championnat de France. Par contre, lui, Aldo, il continue de rester actif, donc il redevient challenger.
de ma ceinture. Donc on se raffronte une troisième fois en 2011. Et comme en 2010, je gagne au point, sans faire un combat exceptionnel, mais je gagne au point, et puis là, c'est à la maison. Voilà. À partir de là, on s'est plus recroisé. Je sais que moi, j'ai abandonné la ceinture en 2014. Derrière lui, il est devenu champion de France. Il l'a défendu, je crois même plus de fois que moi, parce qu'il a été, je crois, 6 ou 7 fois champion de France entre-temps. Donc moi, je suis content pour lui, parce que même si moi, dans ma carrière, à ce moment-là, ça avance pas, bah, je vois que malgré tout, il est là. Et faut savoir que Cyril Léonet, au début, c'est pas un garçon sur qui on mise. Donc le fait qu'il s'émancipe comme ça et que ça avance pour lui, moi, ça me rend super heureux. Et puis arrive 2018 et 2018. Soirée incroyable. Comment? Soirée à rebondissement, on va en parler parce que c'est une soirée. Non, ça c'est en 2019, c'est encore pire ça. Ah, c'est vrai. Alors, 2018, ce qui se passe, c'est vrai, 2018, c'est que son entraîneur m'appelle. Son entraîneur m'appelle, il me dit, écoute, Naufel, et pareil, on a toujours eu des rapports très courtois avec son entraîneur et puis son entourage. Donc, son entraîneur m'appelle et il me dit, Naufel, écoute, Aldo a été sollicité pour affronter les champions olympiques. Et il me dit, Naufel, sachant que tu as le même gabarit que lui, on a besoin de tes services. D'accord. Pas que de sparring, mais on a besoin aussi de tes compétences. Est-ce que tu peux, ou est-ce que ça te dit de venir nous aider? Donc là, il y a un truc qui se passe, parce que c'est énorme. Le mec, je l'ai affronté 3 fois, et puis derrière, on me demande de l'aider. Et moi, franchement, t'as été le Mickey Ward de Arturo Gatti, tu sais. C'est la même histoire. Mickey Ward qui finit par entraîner Arturo Gatti. J'ai pas suivi l'histoire de Mickey Ward et Gatti, parce que ça, j'ai vu leurs affrontements, les 3. Alors, en fin de carrière, Arturo Gatti allait s'entraîner avec Mickey Ward. Ah, d'accord, ben voilà, ben au final, c'est ça, parce que derrière, ouais, je passe 3 semaines avec lui, là-bas à Limoges, et puis avant ça, on s'était vu. Comment? Un vrai training camp, là. Ah ouais, non, c'était 3 semaines, et puis on s'était vu avant, et pendant les 3 semaines, il y a de la mise de gants, du thème, il y a beaucoup de discussions aussi, qui comprennent comment, à ce que moi je veux l'emmener faire, et surtout, il y a une énorme, confiance de la part de son team, parce que c'est pas facile au final de laisser son boxeur entre les mains d'un mec déjà qui a déjà affronté. Tu vois, il respecte ta science. Il respecte ta science. Au contraire, ils ont été très humbles et très à mon écoute, et ça, franchement, j'ai été enchanté moi de bosser avec eux. Ils m'ont reçu, et puis comme je l'ai dit aussi après notre dernier combat, il y a un truc qui s'est passé. Moi, Aldo, il m'a emmené manger chez sa maman. C'est quelque chose. Bah oui. Ça, voilà. Tu ouvres vraiment les portes. Tu ouvres les portes de ta vie quand tu fais ça. Oui. Captain, toi, tu vas manger chez la maman de tout le monde? Non, mais voilà, ça c'est un signe très fort. Vraiment être proche pour qu'on t'invite dans l'univers familial, tu vois. Ouais, et puis la maman, elle devait être aussi contente et tout ça. Donc c'est un signe, c'est un geste. Sachant qu'Aldo aussi, il fait partie de la communauté du voyage, donc c'était un grand banquet, c'était fastidieux, c'était magique. Ouais. C'était super. Ah ouais. Voilà. Et donc, dernier affrontement où tu gagnes. Et donc là, ce qui se passe, c'est bon, il fait le combat contre le champion olympique, où il faisait un combat qui était pas mauvais. Non. Il prend une droite. C'est de la déconcentration. En fait, il me coûtait plus dans le coin. Alors que les premiers rounds, on voit qu'en face, il n'ose pas se livrer parce qu'il sait pas à quoi s'attendre. Là, on voit un Aldo qui est sur les jambes, qui était discipliné. Voilà, et je dis pas que c'était je dis pas que c'était Bachmann, que c'était Pacquiao sur le ring, mais c'était un mec autre que ce qu'on avait vu avant. Voilà, il changeait d'axe, il essayait de feinter un petit peu. Bon, il y avait quelque chose qui était pas courant de la part d'Aldo. Voilà, c'était pas le Aldo qu'on avait l'habitude de voir sur le ring. Donc derrière, bon, il perd et on reste en contact. Et puis l'année d'après, donc 2019, la fédération nous classe co-challenger, lui et moi, de la ceinture vacante. Encore. Et là, je me dis non. Donc j'appelle tout de suite son team. Je lui dis comment on fait? Il me dit nous, en fait, on a besoin de boxer. On sera obligé de le faire.
Et Ouais. moi aussi, dans ma situation, Captain, moi, j'ai pas de Bien promoteur, sûr. j'ai pas de T'étais manager. obligé. Je me plains pas, c'est mon choix. C'est mon choix. Mais quand il y a un combat en 10 rounds qui se propose, T'es obligé de le prendre. T'es obligé de le prendre. Faut que tu vives aussi, hein. une ceinture nationale, voilà quoi. Et donc, je l'accepte. En plus, ça devait se faire chez moi à Lyon, dans le stadium de Tony Parker, Lasvel, c'est ça? là où mon équipe joue, l'Astrobal, Mhm. où on a déjà eu des championnats du monde, donc ça devait Ouais. être un truc. Hassan Chérifi et Chozo aussi, non? Keith Holmes, Sinjerifi avait affronté Keith Holmes et Chozo, Fabrice Chozo est perdu contre Virgil Hill et je m'étais lié d'amitié avec Virgil Hill. Sur mon Instagram, il y a une photo, tu peux la checker. Ouais. Virgil Hill est un très très grand monsieur. Très, J'essaye aussi de l'avoir dans l'émission. Il vit dans le state qui est en bas de chez moi. Donc, Ah, franchement, si je pouvais le rencontrer de nouveau, ce mec, il a été d'une gentillesse quand il était chez nous à Lyon. Je te parle d'un truc qui a quasiment 20 ans, mais je me ouais, souviens ouais, ouais. encore. Faudrait qu'on aille D'une faire un gentillesse. training camp avec lui. Qu'est-ce que t'en penses? Tu prends l'avion, puis on descend le voir. Ça serait pas mal, ça. Captain, ne me tente pas, moi je suis capable. Ah bah moi je suis trop tenté aussi, hein. Moi je te dis, Euh, hein. Si, je le dis sur YouTube, hein, la vidéo va rester, hein. Mais non, ben, l'invitation moi, est là, hein. Si on arrive à le choper, le Virgile, on va le eh voir. ben, tu fais quoi? Tu checkes mon Insta, tu trouves la photo que j'ai avec lui, c'est dans les vestiaires, juste après qu'il ait mis KO Chozo. Ah ouais, ok. Donc c'est un truc qui, tu vois, c'est une anecdote de ouf. Ah ouais. Juste après, et regarde, hein, il est tellement gentil qu'il m'a reconnu au bord du ring et il m'a dit, hey, toi, tu viens avec moi. Et il m'a fait rentrer avec lui dans le vestiaire. Ah, il est cool ce mec. Pour un gamin de 16 ans, porter une ceinture WBA, franchement, c'est, Hall of Famer, hein. Virgil Hill, il est oh, Hall of mais, Fame. mais c'est un modèle. Le bras avant de Virgil Hill, je sais pas, moi, c'est comme le Ah, crochet de Ronaldinho. Alors, c'est un truc, ah oui, c'est, oui, le une jab de photo, Virgil c'est Hill, de ouais. Virgil Hill, c'est, voilà. Il C'est, pouvait gagner qu'avec ça, hein, s'il voulait. ouais, exactement. S'il voulait. Le mec, il outpoint ses adversaires juste avec le bras avant. Ouais, ouais. Et quand tu parles de l'adversaire, c'est Thomas Hearns. Normal, Tu vois? normal. Ah Mais non. ouais, et donc pour en revenir plus précisément, pour pas s'échapper du sujet avec mon affrontement contre Cyril Léonet, donc du coup, bah, il me dit on va le faire. Et puis moi aussi, je suis dos au mur, je suis obligé de le faire. J'ai 34 ans, enfin j'ai 33 ans en ce moment-là. Je me dis ouais, donc tu sais, il y a personne qui va te relancer, tu vois. Moi, mes combats de retour, je les ai financés moi-même. Donc si à un moment j'accepte pas d'être challenger championnat de France, je raccroche, c'est mieux. Et du coup, on fait le combat. Le combat ne se fait pas à Lyon, il se fait à Levallois, comme notre premier championnat de Ouais. France. Comme quoi, dans la vie, tout est un éternel recommencement. Il y a des choses dans la vie qui se passent plusieurs fois, que tu as déjà vu dans le passé, que tu reverras. Moi, j'y crois fort à ça. Ouais. Et donc, du coup, on se retrouve à Levallois, comme pour notre premier championnat de France, comme si c'était, en fait, tu vois, tu sais, une clôture. En fait, en gros, c'est la dernière fois que vous allez vous affronter, mais comme le premier championnat de France, ce sera dans le même endroit. Ouais. Et du coup, on boxe. Moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'avais une blessure à la mâchoire. J'avais été opéré de la mâchoire, on m'a posé une plaque. Donc, j'avais ma préparation du championnat de France, je l'ai faite sans sparring. Ouais. Et t'as dû Donc, t'adapter au niveau de ta défensive. T'as été. le truc, c'est que, ouais, sans sparring, bah, déjà, j'avais pas la sensation, sachant que mon chirurgien m'avait dit que, il m'avait presque interdit de le faire au championnat de France, mais avec le délai qu'on avait eu, eh ben, on était bon. Donc, du coup, j'avais une plaque dans la mâchoire pour ce combat. Et non, je me suis préparé sans mise de gants. Donc, ouais, le plus dur, c'était, comme je te dis, Captain, c'était la sensation. La sensation de l'impact dans la mâchoire. Est-ce que j'allais Est-ce que ça allait tenir? tenir? C'est pour ça que sur le premier round de ce combat, si tu l'as vu, je suis très fébrile. J'ose pas, en fait. Je tente pas. D'une, parce que le mec en face de moi, bah, j'ai mangé chez sa mère. Et de deux, parce que moi, je ne suis pas sûr d'être solide, quoi. Et puis le combat passe. Et puis lui, et en plus, lui, je vois qu'il est décomplexé, quoi. Il me rentre dedans, il n'y a pas de problème. Il fait son boulot. Et donc, il boxe, premier, deuxième, troisième. Et moi, à chaque round, je rentre. Et puis mon coach, il me dit, il se passe quoi?
Il sait, lui, dans sa tête, que j'ai pas eu de sparring, que j'ai pas dans la mâchoire, mais quand même, il me dit, oh, boxe, fais ton truc. Et là, Et, ça part mieux. J'ai l'impression à partir de là. bah, en fait, non. D'abord, il me regarde, il me dit, est-ce que tu arrives à avoir ta distance? Est-ce que t'as pas un problème avec tes appuis? Il me pose des questions entre Mhm. chaque round pour lui se situer, savoir à quel moment vraiment appuyer sur le bouton. Ouais. Et puis, à la fin du cinquième round, il voit que physiquement, je suis très bien, que physiquement, sur ma condition physique, j'ai aucun souci. Ouais. Au cinquième round, je m'assieds et puis je lui dis, on en a fait 5 là. Donc il en reste 5. On a la mi-combat. Il me dit, ouais, il me dit là, maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Et donc là, à ce moment-là, au sixième, je me dis, bon, maintenant, je sais que ça tient. J'ai pris des coups pendant ce round. Ça tient, il n'y a pas de souci. Maintenant, mec, il n'y a plus de Aldo, il n'y a plus de Neufeld. Maintenant, c'est deux mecs qui vont se mettre sur la gueule. Et en fait, c'est là où je prends la décision. Je dis, hey, maintenant, je boxe plus dans les cordes, je m'évade plus. C'est face à face. Et le premier qui touchera, il fera mouche. Et ça s'est passé comme ça. Ouais. Ouais, un chaos, comment dire, un chaos assez impressionnant, assez spectaculaire aussi, l'enchaînement aussi que tu mets. Donc voilà. Alors de là, j'ai une première question parce que il va y avoir une sorte, comment dirais-je, de fait divers qui suit, c'est que malheureusement Cyril va être interpellé par la Force police, de l'ordre. vers les forces de l'ordre dans l'enceinte même du combat. Alors, ma question est bien précise. Ne crois-tu pas, Cyril répondra à ce qu'il doit répondre, c'est pas la question ici. Mais ne crois-tu pas qu'un stade de boxe, une salle de boxe, le ring notamment, doit être un lieu sanctuarisé où, euh, comment dire, d'autres éléments de la société n'ont pas à venir régler leur compte au sein de l'enceinte boxe. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut quand même accorder aux boxeurs du temps, sortir du ring, sortir de l'enceinte pour régler leurs histoires avec la société? Qu'est-ce que t'en Après, penses? Captain, sur ça, c'est pas que je ne veux pas me prononcer, Non, non, mais je c'est comprends. que moi, c'est surtout en fait la déception à titre personnel. Moi, voilà, je rentre dans le vestiaire, T'es un peu je sais choqué? pas ce qui T'es se passe. surpris, Je sais, choqué? non, 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 je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Pour D'accord. moi, bon, il a une sacrée entaille sur le front parce que dû à un choc de tête, parce qu'on a eu un choc de tête. Donc, je me dis quand même, c'est moche. Et puis moi, c'est pas ça que je pense. Je me dis, je vais me doucher. Et puis derrière, tu sais, il y a la collation d'après combat. Je me dis, on va se retrouver là-bas. Voilà. Puis voilà, on va discuter comme s'il y avait rien eu. Parce il sait que, Oui. voilà, il sait Il qu'il fait y a la une part des choses proximité. aussi. Hmm. Entre lui et moi, il y a une proximité. Même Ouais. si on s'appelle pas tous les mois ou toutes Bien les semaines sûr. au Bien téléphone, sûr. quand on se voit, on tombe dans les bras. C'est un super mec, Aldo. Et du coup, je me douche et je sors et puis je m'en vais donc à la collation et puis je vois son fils et son coach et je leur dis il est où? Et là Hmm. on m'apprend ce qui s'est passé. Ah. Ouais. Franchement, il y avait mieux pour fêter une ceinture. Il y avait mieux parce que Hmm. on peut dire ouais mais c'est bon t'as la ceinture en gros t'es content. Non 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 là franchement comme tu le dis il y a une histoire derrière tout ça et moi pour boucler ça moi je voulais me retrouver avec lui après pour qu'on puisse faire notre débrief déconner ou tu vois faire autre chose et on m'apprend que ouais du coup il a été interpellé. Bon après apparemment ça s'est passé en douceur, il n'y a pas eu des échos que j'ai eu, il n'y a pas eu Hmm. de chahut ou quoi, mais du coup c'est vrai quoi, c'est super dommage parce que voilà, lui il espérait, lui aussi voilà, Il son team espérait m'avait dit qu'il y ait il ce temps espérait, après le il combat, es- qu'il y a un temps, c'est ça que je veux dire, qu'il y a un temps nécessaire et qui vous revient de droit, j'ai envie de dire. Quand t'es un guerrier sur le ring, ce temps-là vous revient de droit, et puis après avant de à ce replonger combat, dans le monde de la société. Ouais, tout à fait. ouais, non clairement non mais ça je suis d'accord avec toi, non mais clairement c'est vraiment pas quelque chose dont j'aime me souvenir, mais malheureusement, c'était comme ça. Et puis, ouais, en plus, sachant que son team, eux, voulaient faire le championnat de France
pour, dans l'optique où Aldo gagnait contre moi, bah, dire au juge, voilà, maintenant je suis champion de France, en gros, je vais arrêter, voilà, on fait table rase et puis je me relance dans ma carrière sportive Hmm. et puis j'ai des objectifs. Et Ouais, il était c'est sur ce un... qui D'accord. est vrai en plus. Hmm. Ce qui est vrai, Aldo voilà, il fait ses combats, il a des propositions. Je sais pas où il en est maintenant, mais ça reste un compétiteur aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Donc le but c'était aussi ça, c'était qu'il retrouve la ceinture de champion de France pour avoir des perspectives derrière et pour qu'il puisse être au niveau de sa peine allégé en fait. Ouais. Voilà, je mets une photo de vous deux parce que ça, une belle photo, voilà, qui représente bien quand même ce lien et cette histoire de boxe qui, franchement, on ne serait pas français. Cette histoire-là, elle finit en film. Moi, je te le dis. Non, mais c'est vrai. Vous êtes les deux, vous avez le passeport américain les deux. Votre histoire finit en film. Bah, C'est une évidence. si tu connais les scénaristes, je te dis, hein, il n'aura pas besoin d'acteurs. Je sais qu'il est bon, c'est normal. Bon, bon, on a fait aussi, parlons aussi boxe parce que, je veux dire, voilà, t'es cette figure qui, cette décennie a tenu en France cette catégorie des lourds. T'as fait partie, tu as fait vivre cette catégorie. Et t'as des belles victoires aussi. Quelle est selon toi ta meilleure victoire? Moi, j'ai l'impression que contre Grégory Tony, qui est un sacré bon boxeur. Ah, mais, Captain, t'es un filou. T'es un filou. Bon, vas-y, je te laisse. Non, non, mais je sais pas si t'as des caméras ou si t'as, comment tu sais ça? Ah, pour moi, c'est une évidence. Connaissant le pédigré de Tony, Tony, je me dis. Anthony, Et ouais, c'est un Anthony. combat que j'aurais bien voulu voir, parce qu'en termes de skills, pour des poids lourds, j'aurais vraiment bien voulu voir. Malheureusement, je n'ai pas vu ce combat. C'est, ben, ouais. Après, sur l'histoire avec Anthony, c'est que pareil, il y avait des antécédents. Euh, Franchement, je lui en voulais. Moi, je lui en voulais. Sache que Captain, pareil, pour la petite histoire, j'ai jamais eu de l'inimité pour mes adversaires. Hmm. Ni pour Vyacheslav Glaskov, qui m'élimine en quart de finale des Jeux Olympiques, ni pour... j'ai jamais eu d'inimité. On est dans un sport où j'ai très vite compris les valeurs. Mais avec Greg Ni Tony, contre c'est vrai qu'il y avait Tepper, qui était certainement dopé contre toi, hein, aussi. Erkan Tepper, non, qui était dopé en fait. Non, faut remettre les choses à leur place. Hein. Hmm. C'est la BDB, donc la fédération allemande Approuvé. a reconnu que Erkan Tepper était sous stéroïdes et sous cocaïne lors de notre championnat de l'Union européenne en 2014. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas aussi, Ah voilà, ouais, c'est mais bien de leur dire. C'est bien de leur dire. Voilà. bah, tout le monde parle du chaos qu'il a mis à David Price, mais personne ne sait qu'avant ça, moi j'ai boxé contre lui. Et ben, le destin, il fait bien les choses parce que je me casse la main, mais mec, je suis reparti sur mes deux jambes. Hmm. Tu m'as pas brisé. Il a fait énormément de mal à David. David, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, Et mais il a fait du mal à la boxe, monsieur. Il faut peut-être le dire. Parfois, il y a des boxeurs, ils font du mal à ouais, leur sport. Voilà, parce que t'aurais eu la victoire. Et je pense qu'aussi ton chemin change. Même Duopa, il avait la victoire contre lui, ça changeait aussi des choses pour lui. Combien de personnes auraient fait autre chose s'ils n'étaient pas passés face à cet bah, horrible personnage? ton gars, non mais c'est tellement juste que je dis, mais je suis choqué en fait, je suis choqué en fait que tu saches toutes ces choses sur moi. Je suis honoré parce que bon après, Bah, j'ai pas besoin, c'est nous qui te je ne recherche rendons pas la hommage. gloire, je ne recherche pas la gloire ou je suis très bien comme je suis très heureux dans ma vie de tous les jours, mais c'est vrai que c'est injuste. C'est injuste. Et le BU, qui est quand même une fédération qui est régie par la WBC, ne m'a jamais rendu cette ceinture qui me revient de droit. Je suis parti C'est sur vrai, mes deux jambes, moi. Le c'est mec, vrai. il était sous cocaïne et sous anabolisant, sous stéroïdes. En gros, taper contre un mur, j'avais plus de chances de gagner. Mais même sans ça, tu regardes le combat, je fais 6 rounds, je suis en avance au point. C'est clair, on peut pas me Tu boxes. le mec, il a la paupière éclatée. Mais voilà, je me blesse. Je n'étais pas forcément aussi préparé comme il le fallait. Mais ouais, comme tu dis, ça fait du mal à la boxe. Mais après, il y a une part de destinée. Hmm. Espérons que je puisse prétendre à mieux demain. Mais c'est vrai que ouais, C'est le contre. combat contre Arkane Teber aussi, c'était une chose. Mais pour en revenir à Grégory Tony, comme tu le disais, Oui. ce qui s'est passé, c'est que Grégory Tony et moi, on s'est rencontrés en 2009 à Chypre pendant un camp d'entraînement de David Haye. David Haye, qui à ce moment-là, il prépare
Vladimir Klitschko, le combat ne se fera jamais à ce moment-là. Oui, il a été reporté plusieurs fois. Exactement. Donc Mais il fait quand on même le se camp pose d'entraînement, d'accord. comment? D'accord, c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire, parce que ça, c'est des choses qu'on ne connaît absolument pas. Vas-y. Exactement. Il y avait David Price, il y avait Vladimir Verkis, il y avait. Oh, après j'en ai des anecdotes hein, sur des camps de sparring, j'en ai beaucoup. Euh, et donc on se retrouve là-bas et à ce moment-là, Grégory Tony est champion de France des poids lourds, titre que je vais obtenir un an après. À ce moment-là, je suis pas encore pro. Je suis pas Ok, encore pro. Je reviens des Jeux Olympiques, mais je suis pas pro. d'accord. Bon, il feinte de pas me connaître. J'ai pas besoin d'être connu par tout le monde. Mes parents me connaissent, c'est déjà une très bonne chose. C'est Euh, bien, c'est donc, pratique. ouais, des fois, j'envoie des petites punchlines comme ça, Captain. Faut pas m'en vouloir. Euh, Ah, c'est donc, bon, le ça. mec, il feinte de pas me connaître. Bon, il fait le mec, je suis champion de France. Je viens du pied-point. En anglais, il y a personne. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, quand même, toi, t'es un dur, toi. Ce qui se passe, c'est au mois de mai, je crois. Au mois de juillet, je passe pro. Ouais, Et dans ma tête, je vais être champion de France rapidement pour le retrouver et surtout pour être champion de France aussi. ouais. Donc, je fais mes 6 combats en un an. Pour un poids lourd en France, chose qui est rare, tu le sais. Exactement, ouais. Mais de toute façon, 6 combats pour un boxeur professionnel, 6 combats aujourd'hui, c'est rarissime. En Voilà. un an, ouais. En un an, chez les lourds, ouais. Bon, Ouais, chez les lourds. j'ai fait des sacrifices, on reviendra pas là-dessus. J'ai été payé. Bon, bref, tant Ouais, pis, au c'est comme ça et je lance-pierre. l'assume. Au lance-pierre. Euh, donc, je deviens challenger de Grégory Tony. Mais à ce moment-là, il me snob et il dit dans les journaux, ouais, j'ai pas de temps à perdre avec un gamin, en gros, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai 25 ans. Ah, 25 ans. Pareil, pour la petite anecdote, en toute modestie, je suis l'un des plus jeunes champions de France poids lourd dans la catégorie en pro. Bah Bref, ouais, on 25 ans, passe. c'est Et donc, logique. dans un journal qui est je crois que c'était dans l'équipe ou dans le mensuel de la fédération, il dit en gros, j'ai pas le temps pour lui. Moi, je vais à l'Union européenne. Je vais à l'Union européenne, je vais affronter Francesco Pianeta. Non, il boxe qui? Ah non, non, Robert Elmus. Non, je me souviens plus qui est-ce qu'il a affronté à son premier, enfin, à championnat de l'Union européenne. Ouais, peu Il importe. faudra qu'on retrouve ça. Ouais. Bref, il boxe. Et le mec, il va siffler au tapis. Le mec, il va siffler au tapis. Bon, ok, t'as voulu tenter ta chance, t'as perdu. En attendant, moi, je récupère la ceinture de champion de France. Donc à ce moment-là, mec, t'as perdu en championnat de l'Union européenne. Reviens en championnat de France. T'as pas le niveau pour aller dessus. Donc, bon, bref. Et moi, je le dis clairement, je le dis dans les médias spécialisés de la boxe, à ce moment-là, je dis, moi, je veux le boxer. Je veux le boxer et il n'y aura pas 6 voyages au tapis. Ça, c'est dans une interview que je peux te ressortir sur le site Netbox. Je lui dis, moi, s'il veut revenir au championnat de France, désormais, je suis champion. Il a battu Cyril Léonet par KO, donc, bah, faut qu'on se rencontre, lui et moi, en ce moment. Ah oui. Et je vous jure qu'il y aura pas, et ça, je te le prouve, hein, et je vous jure qu'il n'y aura pas 6 voyages au tapis. Donc, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il repart au pied-point, je sais pas ce qu'il fait. Et puis, à un moment, en 2013, je me blesse, je devais défendre la ceinture, je n'ai pas pu le faire. Et oh, comme de par hasard, est-ce que Grégory ne reviendrait pas dans le tableau à ce moment-là? Je reviens dans le tableau à ce moment-là. Il boxe contre un mec qui s'appelle Fabrice Oriang, qui vient du pied-point aussi. Et tout le monde voyait Tony se balader. Le truc, c'est qu'il perd sur blessure. Après, il y a un cheminement, et en fin d'année, entre-temps, Johan Dio passe devient champion de France, il lâche la ceinture aussi, et en fin d'année, la ceinture redevient vacante. Et à ce moment-là, la fédération me désigne avec lui comme challenger. Parfait. Enfin, Ah, finalement. Finally. t'imagines pas ma joie. Et donc Finally. là, il y a un organisateur à Lyon qui est spécialisé dans les gars à pied-point, qui s'appelle Kadar Marouf, et qui dit, OK, moi, je vais le faire. Mais je vais le faire aux conditions de la boxe pied-point, avec des bourses très basses. Oh, comme toujours. Quand je te dis, si, je veux pas dire que j'ai pris ce combat, mais j'ai pris même moins que pour un 6 rounds de Captain. OK? J'ai pris moins que pour un 6 rounds parce que pour moi, mon honneur, il était plus important que ma bourse. Non, non, bah t'y allais au panache, mais c'est un peu la
la rengaine de la boxe française. Oui, il faut payer ses places, comme disait l'autre, pour aller voir les boxeurs, mais il faut peut-être qu'un Arnaud peu que Romera, les il a boxeurs ils soient clairement payés raison. aussi. Il a Faut peut-être un clairement. peu que les boxeurs ils soient payés aussi. Si à chaque fois, comment dire, sur le dos du boxeur, on lui fait des entourloupes pour gratter de l'argent, parce que c'est là où Ouais. se fait le C'est encore un autre bénéfice. sujet, Captain. Ouais, mais tu vois, ça me fout les boules, ça me fout les boules. Enfin bref, Ça, c'est un excuse-moi. autre. Mais je tiens d'ailleurs je tiens à faire un big up à Arnaud Romera parce que c'est lui, comme président de la Ligue Pro, qui a permis à ce que je sois reclassé normalement challenger professionnel. Et Arnaud Romera, je le dis encore, il a fait bon, moi, de ce que j'ai vu de la situation de la boxe avant son arrivée et après son arrivée, il a fait des choses vraiment cool. Ouais, Donc, vraiment, d'accord, non, je mais c'est salue son intéressant que passage. tu dises ça, c'est intéressant. De Voilà. l'extérieur, on a l'impression que c'est plus des sanctions sur les boxeurs, mais si tu le dis, c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Ouais. Non, quand il dit ça, après, ce qu'il faut savoir aussi, non, c'est que, bon, quand tu parles d'une question, du point de vue du promoteur qui s'engraisse et qui ne donne rien au boxeur, ça, c'est une chose, et ça a toujours existé, de tout temps. Mais Arnaud Romera, quand il dit ça, c'est parce que, je crois, 80% des organisations, de galas professionnels en France sont faites par les clubs. Et les clubs, en général, ils reversent au boxeur professionnel, parce que le boxeur professionnel, c'est la locomotive d'un club. Ok. Donc, quand il dit ça, je pense plus qu'il s'adresse au club et il s'adresse en fait aux gens de payer leurs entrées pour c'est un spectacle au final la boxe. Tu payes ton entrée au Non, cinéma, mais pourquoi tu ne payes pas ton entrée à la boxe? mais c'est simplement logique, hein. C'est simplement logique. Je veux dire, Pourtant, voilà. Jason Statham, t'as pas l'occasion de Mais le dans croiser dans la aucun vie. autre Par pays, contre, le boxeur de chez toi, tu peux aller le saluer et tu peux même t'entraîner avec lui. dans aucun autre pays de boxe, on réfléchit à essayer de gratter des places, hein, Ouais. tu vois. Mais bon, alors, le combat, il arrive on en en revient, janvier. on en revient au combat. Ouais. On en revient au combat. Je crois que pour ce combat-là, c'est l'une de mes meilleures préparations depuis que je suis boxeur professionnel. Donc moi, pas orgueilleux, mais déterminé. Super préparation, très bonne mise de gants, très bon feeling. J'arrive à la peser. Déjà, il se passe quelque chose. Il sait que je suis pas là pour rigoler. Le lendemain, on boxe, Captain, on boxe. Je te jure, hein, et je le regrette. Mais tu sais que même dans les accrochages, pendant le fight, il m'arrivait de lui dire des trucs pas très gentils. J'avais tellement après lui de m'avoir snobé, de m'avoir, tu vois, T'avais la rage. en gros, pas humilié, parce qu'il m'a pas humilié du tout, mais qu'en gros, qu'il me prenne de haut comme ça. Non, l'humilité, c'est la base de toute chose. Dans le sport, dans la vie de tous les jours. T'as été marqué par la condescendance qu'il a eue envers toi. Oui, c'est exactement ça. Ah non, mais je vais t'embaucher, hein. Je vais t'embaucher, Captain, là. Tu trouves même. Ouais. Es-tu toujours avec nous, Nafel? Oui, t'es toujours avec nous. Captain, je suis là, j'ai eu un appel, je suis désolé. D'accord. Et donc, je te disais, ouais, non, je vais t'embaucher parce que moi qui suis d'habitude éloquent, c'est toi qui trouves mes mots, là. Il faut qu'on fasse un deal. Ok. Et donc, du coup, je te dis, le combat est haché. C'est vraiment pas un combat comme on a pu le voir sur d'autres combats, où j'avais une aisance technique ou alors une aisance, voilà, sur le ring. Là, c'était vraiment un combat où je voulais lui arracher la tête, en fait. Le fight. T'étais dans l'esprit fight. C'était pire que ça, ouais. C'était la bagarre, là. C'était pas un échange, c'était la bagarre. Il fallait que je lui fasse mal. Et le truc, c'est que lui aussi faisait mal, parce que malgré tout, je le reconnais, hein, j'ai rien contre lui, c'est un boxeur qui fait mal, Greg Tony. Ouais, je le reconnais. J'ai pris des coups dans les gants, et j'ai senti que, voilà, comme on dit vulgairement, excuse-moi terme, il a pas de la merde dans les bras. Voilà. Et même dans le coin, mon coach, il me dit, mais arrête de faire n'importe quoi, redeviens lucide et boxe, prends un game plan et mets. Il reçoit encore un appel, notre ami Nafel. Il reçoit encore un appel. Je suis là, personne ne me. They won't stop me. et donc, du coup, ouais. Et ça se passe comme ça. Et au quatrième round, mon coach, qui est celui qui est membre des Jeux Olympiques, M. Wari Amri, une référence en boxe en France,
Wari Amri a gagné 6 championnats du monde WBA et WBC, 9 championnats d'Europe EBU avec Jean-Baptiste Mendy, si tu te souviens. Oui, très bon entraîneur et atypique pour la France d'ailleurs. C'est un monsieur de la boxe. C'est un monsieur de la boxe. Ah, et C'est un puis monsieur. très psychologique. Hein. Je me souviens comment il arrivait à remonter le Jean-Baptiste dans C'est certains ça. combats. Hein, oui, oui. Puis une carrure, le mec, une carrure. Et, voilà. Ah, Ah, c'est ça. j'aimerais bien le faire une interview, tu vois, s'il peut passer les mots, tu vois, Ça peut se négocier. Ça peut se on négocier. peut se négocier. Ah ouais. Je trouve que Non, ça, grand personnage, grand personnage. Encore une fois, un- si tu dois comparer, franchement, on est sur si tu dois faire un parallèle, on est sur un très grand nombre d'entraîneurs américains, tu vois. ouais, Ouais. Ah oui, 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 oui. mais clairement. Et donc, je te dis, donc, on en revient au quatrième round. Début du quatrième round, Wari, il me dit, allume-le en haut. Il me dit, en ligne, tu te mets en ligne, sur tes appuis, tu allumes en haut. Donc, moi, j'y vais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis, il lève très haut ses mains et ses coudes parce qu'il voit que en haut, ça avoine. Ouais. Et là, d'un coup, il y Ouverture a au corps. Wari qui en bas. Il me dit clairement en bas. Et Wari, sa voix, quand je suis dans le ring, j'entends que lui. Et donc, du coup, là, au lieu d'avoiner en haut, je feinte un gauche, droite en haut, et je mets tout en bas. Et boum, Game over. game over. Avec haut au corps. Voilà. Ah, traître, traître, traître. Ignoble. Ça devrait être interdit, les coups forts. Ouais. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ah ouais. Ah, le chaos cérébral, Captain, le chaos cérébral. Tu te vois pas tomber. Tu n'as même pas mal. Et c'est ton corps qui peut plus. Ta tête Voilà, dit bon, allez, on continue, et ton corps fait non, non. l'unité centrale, elle est déconnectée, donc tu sais même pas ce qui se passe. Tu reprends connaissance, tu as oublié ton nom. Voilà. Donc, Mais le coup au foie, c'est humiliant parce que tu te vois tomber, mais tu peux rien faire. paralysé. C'est ça, c'est Paralysé. ça. Donc voilà, ouais, de quoi, sur cette rivalité-là aussi, voilà, on a fait le tour. Voilà, non, mais et qui fait que c'est quand même un grand combat de l'histoire du titre français aussi, et dans cette catégorie. Si, c'est à mettre dans les grands combats du titre français. Et donc, voilà, aussi, tu parles d'un grand entraîneur qui est là depuis des décennies, qui était avec toi ce soir-là, mais j'en parlais Pas que ce dernièrement. soir-là, Comment? pas que ce soir-là, Wari Amri m'a appris tellement de choses. Oui, oui, mais j'en parlais dernièrement avec un autre poids lourd québécois, Simon Kim, que tu dois certainement connaître, euh, qui avait l'honnêteté de rappeler des choses qu'on ne dit plus actuellement quand on parle poids lourd, Pardon. c'est que chez les poids lourds, ça frappe et que forcément le sol, que ça soit en combat ou à l'entraînement, tu vas y goûter. Ça fait partie du chemin. Euh, euh, et je trouve qu'actuellement, on est plus dans un discours où on essaye de mettre ça sur le côté ou de pas le, tu sais, embrace, de pas le prendre à bras le corps cette théorie. Toi, Ouais, ouais. tu vois les choses comment? Est-ce que tu es dans la théorie à l'ancienne, dire bon, le chaos fait partie de l'apprentissage, ou plutôt non, on n'en parle pas, on évite le sujet. Alors non, justement, le fait d'en parler, c'est justement, c'est là que tu vas tomber encore plus haut le jour où ça va se passer. Parce que chez les poids lourds, ce qui se passe, à titre comparatif, j'aime beaucoup être dans le parallèle. C'est comme si tu prends un conducteur de voiture et un conducteur de moto. Un accident en voiture, Captain, il peut être grave, voire, voilà, il peut être juste matériel. Oui. Un accident en moto, Moto. c'est très rare qu'il soit que matériel. Ouais. Ouais. Tu me suis? Ouais, là, je te capte complètement. Eh ben, les poids lourds, c'est les motos. Cherche pas. C'est vrai, pas mal. Bon parallèle. Bon. Très très bon. Ouais, c'est vrai. Tu te casses la gueule, mec, c'est chaud. T'es pas un mouche. Ah oui. T'es même pas un super léger. Ah oui, non, c'est Et radical. le ratio, pourquoi les gens aiment les heavyweights? Même au temps où les heavyweights avaient un petit peu baissé de niveau et tout, les gens ils restent parce que c'est des gabarits qui sont hors normes. Parce que les bruits des coups sont lâches. Ils sont lourds.
Les gens, ils veulent voir ça. C'est malheureux, mais ils veulent voir ça. Ouais. Ouais, C'est ce qui fait partie de notre game. C'est ça. t'as tout à fait raison. Et pour parler des gens qui aiment voir ça, qui aiment voir les poids lourds en France, écoute, t'es pris maintenant dans cette nouvelle génération, mais c'est toi qui a la ceinture. Est-ce que tu n'es pas un peu, je dirais, peiné que dans toutes les bisbilles du top poids lourd français, c'est-à-dire Tony Yoka, il y a Raphaël Tronchet là qui sont en train de un petit peu de se friter par médias interposés, t'es pas un peu peiné que le nom Wata n'arrive pas dans la discussion. C'est quand même toi qui as la ceinture et qui proposerait un combat de très haut niveau pour les deux, entre autres. Non, mais Comment tu te situes là-dessus? Captain, vraiment, vraiment, avant de répondre à cette question, je tiens vraiment à te remercier. Parce que tu poses des questions que beaucoup de gens, beaucoup de fans de la boxe me posent, mais où je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent me poser des questions sur les réseaux sociaux et tout, hein. Ouais. Mais tant mieux, tant mieux. Et en fait, c'est fou, hein, c'est fou. Je veux pas te brosser de poil ou quoi, ou caresser, mais Non, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Merci, merci, merci. Ouais, j'ai l'impression que tu habites chez nous. J'ai l'impression que tu es ici à Lyon. Mais ouais, c'est clairement les questions que les gens me posent. Et je vais te dire un truc, et en toute honnêteté, c'est malheureux qu'on soit pas face à face, parce que je t'aurais dit dans les yeux, mais non, je suis tellement heureux, en fait. Oui. Je suis tellement heureux. Je suis pas dans ce game, moi, ça m'intéresse pas du tout. Non, je te parle pas du game médiatique, du mec de, du game de personnes. Oui, parce que c'est vendeur et que ça fait partie de l'histoire d'un combat pour faire vendre le combat. J'en conviens. Mais ne serait-ce que sur le plan sportif, moi, je pense que ces deux athlètes auraient à y gagner beaucoup à, à affronter Nafel. Ben non, pour les gens, je te dis, hein, jusqu'à encore mon championnat de France qui était télévisé, les gens ils pensaient que moi, il manquait plus que la planche pour refermer mon cercueil, Captain. Donc non, Captain, moi, il y a des choses qu'il faut accepter dans la vie. Moi, je suis dans l'acceptation. Il y a beaucoup de choses que j'accepte. Comme je te dis, si maintenant j'avais signé avec le groupe Yvon Michel, que j'avais eu un plan de carrière et tout, qu'à ce moment-là, la hiérarchie des poids lourds français serait montée au niveau de la reconnaissance, là, je t'aurais dit, ouais, peut-être que j'ai mon mot à dire. Mais aujourd'hui, pas que si, ça m'intéresse pas, mais comment te dire? Non, c'est pas quelque chose, c'est pas propre à moi-même, en fait. Je suis vraiment pas dans ce truc-là. D'accord. Je suis vraiment pas dans ce truc-là. Je suis pas dans la compétition, savoir qui est-ce qui va être le plus vu ou, je fais le truc comme il est. Mais est-ce qu'il y a des personnages sur le plan international? Là, j'ai deux idées te concernant. C'est deux match-up que, en tant que fan, simplement fan, j'adorerais voir. Je t'en parle juste après, mais il y a pas des noms où tu te dis rien que pour le challenge, tu vois, pour l'esprit positif du challenge, ça te tenterait de tenter le coup justement. Il y a pas des mecs comme ça dans le top 25 mondial qui te dit, lui, on fera un bon combat, on fera un bon combat. Avant, je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit oui. Je te parle au début de ma carrière pro parce que j'ambitionnais, parce que j'avais toutes ces ambitions, tous ces plans pour moi. Mais au final, non. Au final, la vie en elle-même, même pas la boxe, la vie en elle-même a montré qu'en fait, bah, ouais, moi j'aime la boxe, Captain. Tu vois, je te parle d'anecdote. J'aime vraiment la boxe. Moi, je peux te parler. Tu sais, je peux te parler de Nigel Benn, je peux te parler de Gerald McClellan. Tu vois, je vais te sortir des noms ne serais-tu pas un pirate de la boxe? De voir. Tu vois, c'est vraiment, j'aime la boxe. Je veux pas dire, je suis un mec qui est arrivé là et qui a mis 2 coups de poing. Non, j'aime la boxe, j'aime mon sport. Est-ce que tu continues d'ailleurs? Est-ce que tu continues? Est-ce que c'est la passion qui te fait continuer? La passion pour le sport? Ouais, clairement. Tu estimes être comme les Anglais disent, un student of the game? Je l'espère, ouais, je l'espère. Après, comme il dit Tyson Fury, il l'a dit, il disait que même s'il n'avait pas été bon, il serait devenu journeyman. Ouais. Juste parce qu'il aime ça, parce que c'est dans la culture chez eux.
J'espère pas finir en journeyman. Voilà, j'espère quand même, parce que la victoire, c'est quand même gratifiant, et surtout de développer de la belle boxe. Mais non, je peux pas dire aujourd'hui un mec. Il y en a plein, il y en a plein. Ben justement, Euh, parlons-en, justement, tu vois, parce que Nafel, toi, tu as eu aussi la, la chance, ou ça fait en partie d'une autre anecdote de ta carrière, c'est que tu es l'un des derniers boxeurs français à avoir fait un combat dans cette année 2020 à cause du Covid. En février, tu as eu l'occasion ouais, de boxer. Ton dernier combat s'est fait en 2020. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà. ouais. Et j'aimerais te faire réagir face à deux boxeurs que moi, on ne sait, sait-on jamais, sait-on jamais. Mais j'aimerais vraiment te voir face à ces deux boxeurs. Ils se sont affrontés et ça a été une surprise. J'aimerais avoir ton interprétation de ça. Tiens, euh, voilà. Kononaki contre Helenius, et Helenius qui est une renaissance pour Helenius. Helenius que t'as étudié le Ouf. mec. Avec qui j'ai mis les gants. Avec qui Avec, j'ai mis les gants. alors voilà. Hellenius, quand il boxe Dillian White, mais si je te dis, Captain, si je te disais le nombre de training camps auxquels j'ai Mais participé, oui, euh, ça m'intéresse. On va, pareil. Petite anecdote aussi. Euh, Fury Klitschko, j'ai passé plus d'un mois avec Tyson. Ça s'est super bien passé. ouais. Et Tyson, il avait reconnu que c'était lui-même qui avait vu mon combat contre Erkan Teper et qui voulait que je le prépare pour son combat contre Klitschko. C'est bien. Donc, on va revenir à Helenius. Helenius, excellent boxeur. Excellent On lui boxeur. donne J'ai pas assez de passé deux crédit, semaines tu avec lui. penses? On lui donne pas assez de crédit, Helenius, pour ses skills. Helenius, excellent background, amateur, donc je te dis, j'ai passé 2 semaines avec lui en Finlande. C'est pas qu'on lui donne assez de crédit, c'est qu'en fait on lui a trop. Ah voilà, Greg Tony, il avait fait 6 voyages au tapis contre Helenius. Voilà, je D'accord. me souviens maintenant. D'accord. Helenius qui était chez Sauerland à l'époque. Hmm. Donc, Helenius, c'est un mec sur qui on a trop misé au début de sa carrière, en disant c'est le nouveau Vitali, c'est le nouveau Vitali. Calmez-vous, calmez-vous. Vitali, même contre Lennox Lewis, il perdait pas les rounds. Hmm. C'est pour dire de quelqu'un que c'est le nouveau Vitali Klitschko. Eh, Ah, voilà. ouais. Donc, bon, bref, on en a trop misé sur lui. C'est pour ça. Derrière, il perd même pas, hein, mais il y a une décision contre Eddie Chambers. Derrière, il est cool. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui joue beaucoup aussi, comme beaucoup de poids lourds, hein, sur le mental. Et je pense qu'il en a pris il en a pris un coup contre Eddie Chambers. Je crois que c'est Eddie Chambers, attends. Et puis contre Non, Duopa c'est vrai. aussi. Pourquoi contre Diopa tu le vois perdre? Non, Helenius, il se prend un gros KO contre Duopa. Ah oui, non, je croyais que tu parlais de Pianeta Non, contre non. Diopa. Ah, non, 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 mais avant ça déjà. En fait, la chute de La chute est Helenius, elle avant, était bien bien sûr. avant ça. Elle était bien avant ça. Justement, contre Diopa, il commençait à revenir sur le devant de la scène. Et donc, il y a eu ce combat. Et il s'est dit quoi? Si j'assomme Diopa, Wilder, il va vouloir m'affronter. Chose qui est normale. Aujourd'hui, les gens, Diopa, c'est une référence par rapport à ça. Hmm. Le truc, c'est qu'il perd. Mais pourquoi? Parce que psychologiquement, Johan Diopa, moi, je l'ai affronté. Psychologiquement, c'est un mur. Il veut rien savoir. C'est sa grande force, sa grande force. Psychologiquement, c'est un mur. Le mec, il a le mental, tu le fais pas reculer. Je te dis, il faut y aller au manche de pioche ou alors à la pioche, même si tu veux voilà, il recule pas. Ouais. Et donc derrière, voilà, grosse désillusion. Il essaye de se relancer aussi. Il perd contre Dillian White, mais contre Dillian White, moi, j'ai participé à sa préparation. Il se débrouillait super bien, mais je pense que Dillian White l'a impressionné. Je pense que psychologiquement, il l'a impressionné. Parce que Dillian White, je le connais depuis il est en amateur. Dillian White, quand j'allais mettre les gants avec Derek Chisora en 2010-2011, Ouais. Dillian White, il venait, c'était un amateur. Anthony Joshua aussi, c'était un amateur à l'époque, je les croisais. Et Dillian White, déjà, il dégageait quelque chose. Ah, ok. Il a un certain charisme. Dillian White, il a un certain charisme. Et puis, il a une allonge qui est pas dégueu aussi. Ah, il a des bras hyper longs Ouais, ouais, pour son corps, hein, c'est incroyable. voilà. Donc, je pense que déjà, sur le ring, il dégage quelque chose. Et puis après, il y a le combat aussi contre Washington. Il boxe Washington aussi. Et Au Minnesota, il se à dit que Washington. Minneapolis, il se prend un arrêt, et Ah meilleure ouais, victoire en il carrière se dit que de Gerald Washington. Washington. Et ouais, mais après, parce que les mecs, ils font trop de prédictions aussi. Peut-être qu'il se dit, Washington, il s'est fait éclater contre Wilder. Peut-être que voilà, il y a un coup à jouer. Ouais.
Et du coup, non, Washington, bah, il fait son taf, il le met KO. Donc après, aussi, ça peut jouer sur plein de choses. Hein. Je dis qu'il fait des prédictions, c'est peut-être pas ça. Mais chez les heavyweights, je t'ai dit, c'est une bécane. Si tu fais un accident, Tu en payes très fortement le tu le prix. payes cash. Tu Tu le payes payes cash, un cash. seul coup. En boxe déjà, mais chez les heavyweights, c'est pire. Et donc là, il boxe Kovnaki. Après, je Voilà. sais pas sa motivation, c'est quoi. Kovnaki, moi, je suis allé à New York. Ouais. Moi, je suis allé au Kronk. J'ai entendu juste parler de lui, je l'ai pas croisé. J'ai croisé Jarrell Miller là-bas. Mais j'ai entendu parler de Kovnaki, ça sentait pas bon. On m'a Ah, dit, le mec là, paye pas de mine, mais traître, très dangereux. ah oui. Oui, il était sur une sacrée lancée, hein. Pou, 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 pou. Sacré lancé, il bat des noms, c'est un épouvantail, il a pas un physique de Non. bodybuilder. Donc, le mec, c'est un épouvantail, on a peur de lui. Et t'as Hellenius qui arrive par là. Voilà. Ouais. Et c'est ça la magie des poids lourds aussi. C'est pour ça que j'aime Voilà, beaucoup. t'as tellement raison. Tiens, je vais te montrer un autre personnage qu'on a beaucoup décrié, mais qui représente bien cette magie des lourds, où tu peux chuter très très lourdement, mais tu peux revenir dans le top 10 assez rapidement en faisant des bons combats qui sont... voilà. Et j'adorerais te voir contre lui aussi, mais ça c'est juste un match-up de fans, tu vois. Mais c'est ce mec, tu vois, Charles Martin. Charles Martin, on se fout de sa gueule parce Ah, que... mais Captain, arrête de me chercher des histoires. Captain, alors je t'explique. Mais là, il va falloir que j'y aille bientôt, parce que Ouais, mon batterie est d'accord. bientôt. Mais on se refera un épisode si tu veux, Ouais, Captain, ouais, parce ouais, que ouais. franchement, t'es trop en train de me lancer. Charles Martin, en 2013, moi, je vais à Hollywood. Californie? Hollywood, je vais au Wildcard. Clairement, Ok. je vais au Wildcard. Je reste 2 semaines là-bas. Les gens pensaient, mes collègues, ils pensaient qu'en France, j'étais parti à Hollywood, à Los Angeles, pour aller euh, traîner avec les Crips ou les Bloods. Non. Moi, je suis parti à Hollywood pour aller au Wildcard. Donc, je t'ai dit, j'ai sympathisé avec Vanessa Martirosyan. Et ce qui se passe, c'est que Freddy Roach, il a un très bon feeling avec lui. Très, très gentil monsieur et très, très humble. Freddy Roach, Est-ce c'est, que cette amitié, franchement, est-ce que cette faute, enfin, est-ce que tu as créé une amitié que tu as continué en Angleterre avec ce personnage au Wildcard? Regarde. Amir, je le connais depuis que j'ai 18 ans, Ah, Captain. tu vois, bah ouais, je le savais pas, tu vois, j'ai vu cette photo, tu vois, ouais, faut qu'on en parle. Amir, Amir, alors je vais te raconter l'anecdote aussi parce qu'il faut que tu la saches, Captain. Amir, en 2004, quand il fait vice-champion olympique, tu te souviens? Ouais, 2 mois avant, il est au championnat du monde junior en Corée du Sud, à Jeju. ok. En Corée du Sud, moi, je fais partie de l'équipe de France. Dans l'équipe de France, il y a moi, Nordine Bali, Saïd Rachidi, Alexis Bastine et Philippe Frénois. Moi, à l'époque, je m'entendais super bien avec les Anglais. Un mec comme Chong Ki-Tiye, euh, un mec comme Steve Smith, le frère de Callum Smith. Ouais, On se retrouvait en tournoi. À chaque fois qu'on se retrouvait dans les tournois européens, on laisse tomber. C'était la déconnade. On ah rigolait ouais, super bien avec eux. cool. Mais Amir Khan, il venait pas parce que Amir Khan, il était avec les seniors. Et quand on arrive au championnat du monde, les Anglais m'ont dit, Naufel, on a un petit là, il est dangereux. Moi, j'ai vu Khan et je savais qu'il était qualifié pour les Jeux. Mais nous, on le connaissait pas parce qu'il était en équipe senior. Il est venu au championnat du monde junior que pour, voilà, pour l'occasion. Donc, il boxe. En 8e de finale du championnat du monde junior, grosse anecdote aussi, Captain. Hein. Il combat Yordenis Ugas. Tu connais? Bah oui, qui fait des super combats l'année Je te dernière. raconte, je te Figure, raconte, il l'a Captain. défoncé. Captain, j'en ai des anecdotes. Tu m'appelles. Yordenis Ugas contre Amir Khan, J'adore. c'est l'un des plus beaux combats amateurs que j'ai vu toute ma vie. Ah, je veux bien te croire. Oh putain, le match-up. Je pense pas qu'il y ait de vidéo de ce combat. C'était un combat Yordenis Ugas contre Amir Khan, 2004, championnat du monde en 8e. Yordenis Ugas, à ce moment-là, c'est le champion du monde cadet de l'année d'avant. Khan, il est sélectionné olympique. Ils sont jeunes, hein. Ouais, mais je te dis, tu connais les Chevaliers du Zodiac, c'était Ouais. un manga, le truc, c'était un truc de fou. La vitesse de la C'était lumière. Ouais. Ah ouais, c'était le météore de Pégase, ça allait de partout. Les deux étaient super rapides. Bref. Donc, je continue. En demi-finale, Amir, il combat contre Alexis Bastine. Ça aussi, je vous savais. Non, je savais pas. Le truc qui est traître, c'est que nous, Alexis, on aimait bien le Charlie. Et moi et Nordine Oubali, dans le public,
Je regarde Nordine, je lui dis, Nordine, garde les yeux ouverts, ça va aller vite. Mais c'était pas contre Alexis. C'était pas contre Alexis. Alexis, c'était notre coéquipier. Vous Ouais. voulez que, mais déjà, il était en demi-finale, il avait une médaille, on était hyper contents. Mais Cannes, il allait trop vite, capitaine. Et au premier round, ça a sonné, Speedy Gonzalez. il a arrêté au premier round. Ouais. Donc voilà, pour l'anecdote. Et derrière, je me rappelle, hein, c'était un garçon qui était tellement bien éduqué que nous, on avait sympathisé avec lui. Moi, je discutais avec lui qu'après qu'il ait mis KO Alexis, il avait honte de nous parler parce qu'il avait honte de l'avoir mis KO. Je lui dis, mais mec, c'est la boxe, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, super souvenir. Et on s'est pas revus après pendant, je crois, cette photo, la photo que tu montes, elle est en 2015, quand j'étais en camp avec Tyson Fury à Bolton. Donc, on s'est retrouvés 10 ans ou 11 ans après. Et pareil, je lui envoie un message, je trouve son contact, je lui envoie un message, je lui dis, tu te souviens de moi? Et derrière, la grande classe. Allez, c'est un mec, la grande classe. Ah non, il m'a reçu, on est parti manger, il partait en préparation, donc il n'était pas resté longtemps, mais Il partait en tu préparation regardes pour sur la quel photo, combat d'ailleurs tu te souviens? Quel combat il comment? avait? Tu te souviens quel combat il avait en tête au moment de cette photo? Je sais pas. Je sais pas si C'est c'était pas pas, Chris Algieri? Non? je sais pas si c'était Algérie ou Alexandre ou non. Je sais quel combat il avait perdu là. C'était un combat controversé. Contre qui déjà là? Vers cette période 2015-2014 comme ça là. Lamont Peterson? Oh oui, merci. C'est ça. Il me semble que c'était Peterson. Oui. Ouais. Et d'ailleurs le combat, quel combat. Quel combat encore une fois. Guerrier, hein, il y avait un esprit guerrier aussi, hein, Amir Khan. Il était Ah tellement non, rapide qu'on oublie que c'était aussi un warrior. Il avait l'esprit warrior. je te dis, quand il boxe Alexis Vastine, c'est affreux. Mais moi, je dis à Nordine Bali, mais Nordine, garde les yeux ouverts, ça va aller trop vite. Et c'est allé trop vite. Le mec, il allait trop vite. On n'était pas prêts pour ça. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais, écoute, Raphaël, parce que je sais que tu m'as dit que tu devais partir. On va se mettre tout de suite d'accord. Et es-tu d'accord pour qu'on fasse une deuxième vidéo, parce qu'on a tellement de choses à dire, simplement sur tes voyages box? Hein? Ah, On vas-y, parlera de vas-y. Charles Martins une autre fois. Et Oui, ouais. Donc on n'est pas revenu sur Charles non, on Martin. n'est pas revenu Charles, sur... en deux, trois mots pour Vas-y. regarder. Charles Martin, j'ai mis les gants avec lui au wildcard. Ah, ah bah alors, quoi? Comme c'est un gaucher, il était bon ou il t'a pas impressionné? Il était pas mauvais, mais son coach, il était craintif par rapport à moi, parce que je t'ai dit, moi, au wildcard, j'avais laissé une bonne impression. Ouais. Mais on a mis les gants, c'est un mec qui frappe pas dégueu. On m'a proposé de l'affronter d'ailleurs, je crois, en 2017, je crois, ou 2018. Donc, sache que ton match-up, il peut se faire. Moi, il n'y a pas de problème. Charles Martin, je l'affronte. Ah, c'est bon. Et Charles Martin, pour l'histoire, il devient champion du monde contre Vyacheslav Glaskov. Qui se pète le genou. Il pète le genou. Et Vyacheslav Glaskov, c'est le mec qui m'a éliminé aux Jeux Olympiques. Tu vois, comme tu disais, tout se recoupe. Hein. Tout se recoupe, c'est incroyable. C'est incroyable, tout se recoupe. Ah là là, ça sera un petit peu le mot de la fin. Pour cette première interview, je pense qu'il va en avoir d'autres. Raphaël, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi. On te souhaite... Plaisir partagé, capitaine. Oh, bah merci beaucoup. On te souhaite véritablement le meilleur. On se recontacte très prochainement pour la deuxième vidéo parce que tu as beaucoup de choses à nous dire et on a envie de t'entendre absolument. Raphaël, porte-toi bien. Hein, porte-toi bien. Merci, capitaine. Voilà, repose-toi parce que la deuxième vidéo, elle va être aussi très, 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 très lourde. Allez, Raphaël, passe un très, très bon week-end. Ouais. Merci à toi. Ciao, Raphaël et les pirates. Allez. On se revoit bientôt. Et boum!